Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, en direct, on parlera politique, notamment l'analyse du discours de la classe politique ivoirienne, parfois très violent. Dans la deuxième partie de cette émission, on parlera aussi de terrorisme. La Côte d'Ivoire est-elle dans l'œil du cyclone des groupes terroristes? Enfin, on évoquera la disparition de noms politiques de premier plan qui aura marqué son temps. Laura Donafologo, l'un des disciples de Feu Félix Houphouët-Boigny. Voilà pour le sommaire. Et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, Dr Isiaka Diakité Kaba. Il est écrivain, enseignant-chercheur. À côté de lui, André Silver Conan, fondateur de Ivoire Hebdo. Aristide Nkenda, journaliste éditorialiste très connu sur ce plateau. Dr Sylvain Guessant, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Et le retour d'Arthur Banga, Dr Arthur Banga, qui est lui historien. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, messieurs, le premier sujet qu'on aborde ce soir, c'est l'analyse du discours politique en Côte d'Ivoire. Notamment, beaucoup d'observateurs, beaucoup d'analystes estiment que ce discours est un peu trop violent, surtout à l'approche des joutes électorales. On se regarde en général en chaîne faïence, on se lance des piques. Quelle analyse faites-vous justement de ce discours qu'on trouve très violent sur la scène politique ivoirienne? Docteur Arthur Banga, vu que c'est votre retour, on va commencer par vous. D'abord, merci. Au passage, félicitations pour les prix. Ah, merci. Merci beaucoup. J'étais pas là quand tu c'est cela, merci beaucoup. Oui, il y a de plus en plus c'est relatif. On sent plus, on constate plus cette violence qui est relativement ancienne. Elle est révélatrice de deux ou trois choses. Le premier truc, c'est qu'il y a violence politique quand il y a tension politique. Voilà, donc cette violence, elle est révélatrice des tensions qu'on peut avoir. Au moins, il y a des pics de tension, donc élections, où on a eu des débats tendus, il y aura forcément de la violence politique. Deuxième chose qu'elle révèle, cette violence politique, elle peut révéler un manque d'arguments. Voilà, il y a certains hommes politiques qui vont tout de suite basculer dans la violence quand ils seront à court ou à perte d'arguments. Ça peut être un deuxième facteur. Troisième facteur qu'on a pu constater, surtout au début des années 90, la violence politique, elle peut être révélatrice d'une liberté nouvelle. Voilà. Quand des gens ont l'impression qu'ils ont été... Vous parlez de liberté, pas de libertinage, non? La liberté, elle peut entraîner ce libertinage, d'où la violence liée à cette liberté. Souvenez-vous, en 1990, les oufés voleurs qu'on entendait dans les rues d'Abidjan, c'était déjà quelque chose de violent. Vous pensez que c'était là l'origine? Non, il y a eu des violences, il y a eu de la violence bien avant, mais là, en 90, c'était le premier boom de violence politique, parce qu'à la fois, on a tous ces trois facteurs que j'explique. Facteur de tension, pour la première fois, depuis 1958, on allait avoir une élection présidentielle tendue, liberté de parole, et comme je l'ai dit, manque d'arguments, parce que certains étaient à court d'arguments, ne pouvaient que avoir recours à la violence. Aujourd'hui, pour terminer, on a un facteur aggravant de cette violence. Ce sont les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, avec sa vidéo, son téléphone, il se filme, et surtout ceux qui sont à la recherche, on en parlait tout à l'heure de like et de buzz, ils ont une nouvelle façon de prendre des raccourcis qui peut amener justement à cette violence politique. Cette violence verbale dans le milieu politique. Est-ce que cette violence verbale sur la scène politique ne révèle pas aussi une certaine irresponsabilité de certains acteurs? Docteur Sylvain Guessant. C'est possible, dans la mesure où le champ politique ivoirien il a aussi ses réalités. Rarement on entendra deux leaders politiques de bords différents parler sur la base de leur projet de société, même un simple débat idéologique, où on ferait la comparaison des chiffres, il y avait tel taux de pourcent de pauvres, aujourd'hui c'est tant, c'est jamais ça. Les militants des partis eux-mêmes ont du mal à se situer par rapport au projet de société de leur parti, de leur formation politique. Donc l'absence de débat idéologique, de projet de société. Ensuite, il n'y a que sur le champ politique ivoirien, on se fait remarquer de deux manières. Soit par la compromission, soit par la confrontation. Donc chacun essaie de tracer sa trajectoire politique en montrant que soit on a les muscles, soit alors on est capable de hausser le temps de se faire vendre après. Donc tout ceci aidant. Et puis il y a que ces 20 dernières années, à proprement parler, le champ politique ivoirien n'a pas fait rêver. C'est la violence qui a suscité la dynamique politique ivoirienne. La violence a été le moteur du champ politique ivoirien. Un exemple. Imaginons, pour rêver un peu, un débat politique en Côte d'Ivoire, où le RHDP serait représenté par le ministre, le ministre Patrick Kachi et Aboudraman Sissé. Le PDC serait représenté par M. Bion et Thierry Tano.
où le FPIC est représenté par l'ancien gouverneur de la BCAO. Ah, nous, on aimerait avoir ce genre de débat. M. Tablé, Awa Dombelo, et puis auquel on va joindre Mamadou Koulibaly et Yamia Kona. Ça ferait rêver. Ça pourrait pousser la jeunesse à aspirer à autre chose. Malheureusement, ce qui est là, depuis la fin des années 90, la violence est le seul moteur de la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les projets de société qui font bouger les lignes. Ce ne sont pas les débats idéologiques qui font bouger les lignes. Et donc la violence est inscrite au cœur. Et la violence est devenue le centre de gravité de la politique ivoirienne. Docteur Isiaka Diakité Kaba, est-ce que cette violence n'est pas aussi le fait d'un manque de culture politique, d'un manque de formation politique sur le terrain? Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs politiques ivoiriens se sont suffisamment bien formés? Est-ce que la formation occupe une place de choix? Oui, fondamentalement, la formation occupe une place de choix pour juguler un peu la violence politique dans le discours politique. Pour rejoindre mes deux collègues-là, je pense que c'est au milieu des années 90, moi je sortais de l'école normale supérieure, et que la violence dans le discours politique s'est petit à petit installée. Et je vais insister sur un fait, on a généralement l'impression que ce sont les militants qui sont responsables de la violence politique. Généralement, la violence politique est imposée aux militants par les dirigeants politiques. Et je ne vais pas... pour moi, l'expression même de la violence politique vient des idéologies politiques. Et je me souviens très bien, si je repars dans les années 90, l'ivoirité, il ne faut pas tourner en rond. L'ivoirité, dans sa conception théorique, est l'expression de la violence politique. La violence politique, dans le discours politique, n'est pas insulter les gens comme les mots grossiers qu'on connaît, mais ces responsables politiques qui établissent une idéologie qui semble généralement innocente. Ce genre d'idéologie, comme l'ivoirité, a infusé petit à petit dans le tissu social, politique, social, culturel même de la Côte d'Ivoire, cette violence dans le discours. Et puis, après l'étape de l'ivoirité, j'ai développé ça dans un de mes écrits de 2000 mots. Après l'étape de l'ivoirité, nous sommes rentrés dans l'étape qu'on appelle les soleils de la refondation. Quand les universitaires sont arrivés au pouvoir, ce discours politique de l'ivoirité a été encore utilisé. Et ce discours est rentré dans les classes, dans l'école. Et les jeunes, quoi qu'on dise, reproduisent régulièrement le comportement des adultes. Et après cette deuxième étape de l'évolution politique de la Côte d'Ivoire, nous sommes arrivés à l'époque de l'émergence. Donc l'émergence doit, je vais utiliser le mot, doit dealer avec deux situations historiques de la Côte d'Ivoire. Lesquelles? Doit essayer de gérer l'ivoirité, doit essayer de gérer le comportement issu de la refondation. On se rend compte aujourd'hui que j'ai vu dans les journaux dernièrement que dans une école à l'intérieur du pays, les enfants, après les cours, se battent. Il y a en a même qui en arrivent à bastonner leur enseignant. Ce ne sont pas des phénomènes qui sont ex nihilo. Ce sont des phénomènes qui sont nés de notre évolution politique depuis 90. Très bien. André Silver-Conan? Alors, comme là, il parle d'éducation, cela me permet de faire une sorte de digression, mais qui a un rapport quand même avec notre thème. Et je pensais qu'on aurait eu cela dans les sujets. Alors, vous voulez évidemment parler de la situation de l'école qui a fait l'objet d'un rapport. On a prévu d'en faire une émission voilà, la semaine prochaine notamment. C'est vraiment important qu'il y ait ce débat sur l'école parce que l'école est en crise. Et c'est bien que vous prévoyez cela. Il faut un leadership sur la question. Alors, moi, je vais parler de certaines formes de violence dont on ne parle pas assez. La fraude électorale. Quand vous prenez... Le sujet, c'est la violence verbale. Oui, non. Je viens d'abord. Je parle d'abord de cette forme de violence pour arriver, parce que c'est tout cela qui entraîne la violence verbale. Voyez-vous, quand vous prenez les conclusions du rapport de la Chambre administrative lors des élections municipales de 2018, vous voyez qu'il y a eu des cas
très clair de fraude. Alors, un homme qui fraude, donc un voleur d'élection, sera nécessairement un voleur des deniers publics. C'est très clair. Et c'est une forme de violence. Première forme de violence. Deuxième forme de violence, c'est ce que j'appelle la transhumance. La transhumance est une forme de violence faite sur les électeurs. Alors, le député, le maire se fait élire indépendant au PDC, au RHDP, au FPI, et puis en cours de mandat, il décide de virer du camp. C'est une forme de violence parce qu'il y a cette charge psychologique sur l'électeur qui avait porté son choix sur un candidat et qui se sent alors floué, lésé. Ces formes de violence-là. Mais la violence verbale, comme on parle de cause, il y a le rapport à la démocratie. Notre rapport même à la démocratie. Je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple, nous sommes à Séguéla. Djal Konaté. Djal Konaté, c'est le cadet de Sidiki Konaté. Djal Konaté a été traité d'étranger à Séguéla et pour ce fait, il ne gagnerait pas le droit, il n'aurait pas le droit d'être candidat à Séguéla. Djal Konaté. Traité d'étranger par qui? D'étranger par des électeurs potentiels, parce que je ne sais pas s'ils sont électeurs ou non. À Séguéla, l'affaire a fait beaucoup de bruit dans la presse. Et au point où un chef de canton a dû sortir pour dire, attention, il est natif d'ici, on connaît ses parents. Quand vous prenez un autre exemple, Marie-Odette Lorognon, Djal Konaté, je parle du RHDP, Marie-Odette Lorognon, FPI, qui estime que le centre-ouest appartient au FPI. Et de ce fait, Maurice Kakou-Dikayue, député sortant du PDCI, n'aurait pas le droit de se présenter à Gagnoa, Tchéchezel. C'est le rapport à la démocratie. Vous voyez, cette forme de tribalisation du jeu politique qui amène souvent les supporters, justement, à se lancer dans les invectives. Et on a vu le summum de la violence verbale, c'était justement cette députée de Tengrela, Mariam Traoré, qui a prononcé des mots tellement graves, parce que moi je comprends du là que je ne peux pas prononcer. Voilà, que je ne peux pas prononcer. Mais pourquoi est-ce que elle a pu le faire? Il y a l'une des causes, c'est le sentiment d'impunité. Voilà, le sentiment d'impunité, parce qu'il y a eu plainte jusque-là. Il n'y a pas de suite. Ce qu'on retient dans votre développement, c'est que dans toutes les chapelles politiques, il y a de la violence verbale. Absolument. On est bien d'accord. Oui, absolument. On est bien d'accord. Donc on reviendra certainement là-dessus. Absolument. Aristide? Oui, Ali, tu me permets juste une petite digression. Actu n'était pas là longtemps, mais il ne nous a pas dit où il était. Quand on revient quand même... Très bien, on aura l'occasion de lui demander en fin d'émission. Où il était. Alors, Ali, pour être plus sérieux, je pense qu'il y a une légitimation de la légitimité de prise de la parole publique. Parce que quand on prend une parole publique, elle peut être courageuse, mais il faut qu'elle soit responsable. C'est la question de la responsabilité. Et je crois que le docteur Sylvain Guessant l'a dit, quand on vient dans un champ politique, il faut que les gens viennent pour imposer les idéologies. Hein, que les partis politiques s'expriment en fonction des idéologies. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Afrique après la chute du mur de Berlin et les vents d'Est qui ont soufflé et le retour au multipartisme de beaucoup de pays africains et l'imposition de la démocratie avec le discours la bolle de François Mitterrand? C'est que ceux qui étaient des intellectuels et qui étaient à la tête des partis politiques ont dessiné un schéma où ils devaient être les seules étoiles à briller au milieu du ciel. Tout à l'heure, docteur Diakité affirmait que la formation, et on le dit ici avec Actu, avec André Sivek-Conan, la formation est importante. Mais qu'est-ce que les hommes politiques ont fait? Et surtout ceux qui sont de tendance populiste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré donc entretenir un bétail électoral et par moments faire croire à ce bétail électoral que ce qui sort de leur bouche est parole d'évangile. Et dans cette manipulation, comme ceux qui manipulent ignorent qu'ils sont manipulés pour manipuler, ils utilisent toujours un stratagème qui fait en sorte que quand ils ont un thème qu'ils veulent développer, ils inoculent ça subrepticement dans la population. À partir de ce moment, il y a cette violence verbale. Puisque
on ne va pas simplement parler des conséquences qui sont symptomatiques. Il faut poser les problèmes des causes. Les causes sont simplement que dans une société où les gens ne comprennent pas le système politique, ce que les populistes font, c'est qu'ils utilisent donc un stratagème qu'eux seuls maîtrisent et donc développent des méthodes qui permettent donc de mettre les gens en difficulté et si on ne fait pas attention, on vit dans le drame. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il y ait une démarche causative, causale, qu'on éteigne le feu pour que la fumée se dissipe complètement. Très bien. Arthur? Je vais réagir à un ou deux trucs d'abord. Allez-y. On est bien d'accord qu'il y a une défaillance idéologique, il y a une faiblesse idéologique, une insuffisance idéologique dans nos débats politiques. Voilà. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'idéologie, il y en a. Mais, je veux dire, l'idéologie elle-même peut entraîner de la violence verbale. Il n'y a rien de plus antagoniste que deux idéologues qui s'affrontent. Ah oui, les exemples sont légion. Et comme je l'ai dit, c'est dans des périodes de tension, justement de tension qui peuvent rester des tensions idéologiques. Imaginez-vous un seul instant un libéral parler à un communiste. Il y aura de la flamme. C'est chauffeur. Ça, c'est le premier truc que je voulais dire. Toujours là-dedans, pour dire, attention, je dis aujourd'hui, on connaît, on prend le sens de la violence, mais quand vous remontez, vous lisez les rapports sur les élections qu'on avait en Côte d'Ivoire déjà en 1945 à 1948, il y avait toujours de la violence. Des blancs qui étaient des partis européens qui étaient traités de partis esclavagistes. Voilà, des partis comme le PDC qui étaient traités de partis d'esclaves, des partis de... Ça a toujours existé. D'ailleurs, quand le collègue Dr Diakité commence la violence même publique, verbale publique en 80, avec l'ivoirité, c'est faux. Oufoué voleur, c'était où? C'était en 90. Parce que la tension est montée. C'est ce qu'il disait, non? Non, il a commencé avec l'ivoirité. Donc cette violence verbale, elle est liée à l'environnement. Et déjà qu'on entendait les oufoué voleur, il n'y avait pas plus violent. Deuxième chose, on n'a pas connu, depuis 2011, une baisse de la violence verbale, bien au contraire. Il y a eu de nouveaux facteurs. Les ressentis de la guerre, les réseaux sociaux ont amplifié au contraire cette violence verbale, qui s'est même institutionnalisée. Avant, il y avait quelque chose de différent. Il y avait de la finesse dans la violence verbale. Quand on fait qualifier Senghor, il dit, mais laissez-les les poètes ne savent pas trop ce qu'ils disent. Moi, je suis un vieux du village, je m'appuie sur l'histoire. C'est violent, en fait. Mais il y a tellement de métaphores, d'art, de beauté dans ce qu'il dit, qu'on ne sent pas la violence. On aura l'occasion justement d'aborder des ébauches de solutions pour en arriver à la finesse. Une dernière minute. Non, 30 secondes. J'aurais compris le collègue Diakité s'il me disait les débats liés à l'ivoirité ont tendu. Mais quand il me dit l'ivoirité dans son cadre théorique, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que le cadre théorique de l'ivoirité a été défini comme l'exception culturelle de l'ivoirien. Très bien. Donc, en ce moment, autour de cette exception culturelle... Il aura l'occasion de se prononcer sur la question. On ne peut pas parler de violence, mais les débats liés à ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Absolument. Docteur Sylvain? Moi, je serais d'accord qu'il y ait des débats entre idéologues qui soient violents. Je préfère ça. Je préfère un Koulibaly libéral et puis un autre communiste qui se tape dessus, mais ça ne devient pas une affaire de Djoula Baoulé. Ouais, n'empêche que c'est violent. Oui, mais au moins, le champ, au moins c'est maintenu. Au moins c'est maintenu dans le cadre légal, c'est maintenu dans le cadre intellectuel. C'est un communiste et un libéral, on ne s'attend pas à autre chose que ça. Mais ça ne devient pas après une affaire de Djoula Guéry. C'est mieux, c'est contenu, c'est un débat entre personnes qui sont responsables de 1, 2. Oui. Deuxièmement, je voudrais revenir un peu sur ce que disait tout à l'heure Dr Diakité. Non, n'essaie pas de nous faire croire que le discours politique de l'ivoirité s'arrête en 2011. Vous voulez dire peut-être après la restauration du président Laurent Gbagbo et qu'après ça c'est le discours sur l'émergence. Non, la violence politique a continué. On a entendu des choses terribles aussi. Et l'ivoirité a été remplacée par ce qu'on appelle dans certains milieux l'idéologie mandingue. C'est l'ivoirité qui vient sur une autre forme. Peut-être qu'avant c'était à l'avantage des sudistes, mais là c'est un jeu de rôle, c'est toi que j'ai mis installe et on sait qui prend la place. Donc la violence, elle est l'épicentre du champ politique ivoirien depuis au moins les années 90. Et même bien avant ça. Partons à partir du pluralisme politique. Ayons le courage de dénoncer si nous voulons bâtir une Côte d'Ivoire qui sorte de cette violence que nous connaissons pour que demain on puisse se parler sainement sans savoir qui est Diakité, d'où il vient Diakité, il est ivoirien, un point, un trait. Il ne faudrait pas que ce soit Diakité maintenant qui devienne Diakité simplement parce qu'il est telle partie de la Côte d'Ivoire.
Très bien. Docteur Diakité, apparemment, on n'avait pas traité très bien. À ce que docteur Arthur Banga. Voilà. D'abord, la remarque sur la finesse dans la violence du discours de Houphouët-Boigny par rapport à Senghor. Je suis prof de littérature. Ce que Houphouët a dit à Senghor, Senghor a découvert l'Afrique quand il avait 40 ans. Et lui, Houphouët, a découvert la France quand... Ils ont eu plusieurs diatribes, voilà, mais elle est différente de celle. Je vous en prie. S'il vous plaît, docteur Arthur, on va laisser parler. C'était une boutade, c'était pas dans le cadre d'un discours politique. Attends, c'est mon discours. S'il vous plaît, après vous interviendrez. Oui, continuez, docteur. Voilà, c'est pas... Et puis quand... Je pense que pour rendre une discussion rationnelle, on ne peut pas parler de la violence politique pendant le temps de la colonisation. Il y avait des violences politiques, c'est vrai. Les colons étaient là. Mais je pense que quand on est dans une discussion comme ça, et je suis là parce que après les débats théoriques, il y a des tentatives de solution. Des gens accusaient les Blancs en 1945, pendant la colonisation. Franchement, ça n'intéresse pas les Ivoiriens aujourd'hui, en 2021. Maintenant, quand nous arrivons à l'évolution de la violence dans le discours politique, j'ai pris, parce qu'il faut des marqueurs dans les discussions si on veut aboutir à des solutions. Quand j'ai pris l'ivoirité, il y a eu suffisamment d'écrits sur l'ivoirité pour montrer que l'ivoirité a sémé le conflit en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un fait. Et les faits ne réagissent pas aux sentiments des uns et des autres. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un fait. C'est que les uns... non, s'il vous plaît, docteur Arthur Banga, je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas. Je suis pas... Alors, les uns estiment que la violence du débat politique est antérieure à l'avènement de... Je suis d'accord. Et quand on criait « Houphouët voleur », parce que tout se cristallise dans une idéologie qui a été établie. L'ivoirité est une idéologie qui a été établie. Il y a des universitaires qui ont écrit sur l'ivoirité, qui ont défini l'ivoirité. Comment ils l'ont défini? Comment ils l'ont défini? S'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît. Non, vous n'allez pas l'interrompre. C'est à moi de poser la question. On n'est pas dans un... Oui, allez-y. Non, s'il vous plaît, allez-y, docteur. Il y a des chercheurs qui l'ont défini. Mais avant la conception théorique de l'ivoirité, c'est vrai qu'on a dit Houphouët voleur. Je me rappelle, on était étudiants, on s'est fâchés. Mais il n'y avait pas cette conception de l'ivoirité qui existait à ce moment. Pour discuter, pour avoir... il faut des marqueurs pour discuter. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'à la base, théoriquement, l'ivoirité, c'est une sorte de préférence... nationale. Non, voilà. Pas du tout. Monsieur Diarra, je vais vous expliquer quelque chose. L'ivoirité, elle a été définie. On le laisse terminer, puis je reviens à vous. Allez-y. Je n'ai pas fini. Pour moi, quelle que soit la définition qu'on donne à l'ivoirité, parce que sur ce champ-là, on ne s'entend pas, la réalité sur le terrain, on la connaît. Il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand j'avance vers la refondation et l'émergence, mon collègue a dit que je donne l'impression qu'à partir de 2011, il n'y avait plus de violence dans le discours politique. Bon, en tout cas, c'est l'impression que moi aussi j'ai. Oui, c'est ce que je dis. Ce sont des impressions. Je n'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit, et je l'ai écrit. Ce que j'ai dit, je l'ai écrit à partir de l'émergence. Non, il n'y a pas que l'émergence qui caractérise le règne depuis 2011. Est-ce que je peux continuer? Non. À partir de l'émergence. À partir de... Ça date de quelle émergence? Terminez. Enfin, on le laisse terminer en... Vous avez 30 secondes pour terminer, et puis... 2011, il y a un nouveau pouvoir, n'est-ce pas? Mais je n'ai jamais dit qu'à partir de 2011, la violence du discours politique a changé. Exemple, on a eu l'exemple du député un député de l'Assemblée nationale qui a eu à insulter. Une députée. Une députée qui a insulté. Mais je n'ai jamais dit qu'à partir de 2011... Alors, pour recentrer le débat, il y a un de nos internautes qui nous pose la question suivante. Messieurs, l'ivoirité est-elle une culture identitaire? Je vais répondre, merci. Parce que j'ai fait exprès de lui demander... Non, allez-y. Oui, non, je réponds. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'ivoirité sans savoir la définir. Pour définir ce qu'on appelle un néologisme, il y a deux choses. On va se référer soit au concepteur, soit faire de l'analogie. On est tous d'accord pour dire que le concepteur de l'ivoirité, c'est Bédier et son Kurdif.
Bédia a défini l'ivoirité comme l'exception culturelle de l'ivoirien. Ça veut dire quoi? Je suis sur les champs. J'entends premier Gaou n'est pas Gaou, c'est ivoirien. J'en suis fier. Je suis en Côte d'Ivoire, je mange du placali avec du clos. C'est culturel, c'est ivoirien, j'en suis fier. Deuxième chose, l'analogie, comme il est des lettres. L'analogie, prenez votre dictionnaire. Il y a africanité dans le dictionnaire. Il y a francité dans le dictionnaire. Caractère de ce qui est français. Caractère de ce qui est africain. Est-ce que c'est pour autant qu'on est xénophobe? Là où je suis d'accord, et c'est pour ça que je lui ai dit, s'il enlève le mot cas théorique, on peut continuer le débat. Là où je suis d'accord avec lui, c'est de me dire, oui, effectivement, au-delà de cette définition normale, il y a eu un environnement malsain, il y a eu des pratiques malsaines. Oui, il n'y a même pas de souci. Mais quand il vient me dire que le cas théorique de l'ivoirité, c'est ça, non, je ne suis pas d'accord. Alors, au-delà de la théorie, que vous voulez définir? Non, je vous pose en même temps une question. Je vais vous donner même des livres. D'accord, très bien. Très bien. Qu'est-ce que l'ivoirité de Boitier Mêlé? Les livres de Bois, comment il s'appelle? Le gars de la drimologie, là, le sociologue. Nyangouran Bois. C'est celui qui a écrit l'ivoirité. Donc, il faut aller lire les livres. Est-ce que vous avez l'impression, la question s'adresse à tous, est-ce que vous avez l'impression que l'ivoirité, au-delà de son expression théorique, comme vous venez de le rappeler, parce qu'il y a un de nos internautes qui nous pose une question, il a l'impression que l'ivoirité est une conception de rejet d'une frange de la population ivoirienne. Dans sa définition... pas dans sa définition. Au-delà de la définition que vous venez de donner. Je vais répondre. Dans sa définition, non. Mais malheureusement, l'ivoirité tombe à un moment où il y a une discussion sur le code de nationalité, le code électoral, etc. Donc, ce fourre-tout fait que certains peuvent se sentir exclus pour quelque chose qui devait nous... Je vais reprendre une chanson du groupe Mercenaires. Ce concept de l'ivoirité qui vient nous rassembler, nous a divisés. C'est un groupe Zouglou qui le dit. Là, je suis d'accord. Ce que je ne comprends pas, c'est que... Je reviens à vous. Merci Arthur Banga. S'il vous plaît, Sylvain Nguessan. La définition. Vous ne connaissez même pas la définition. Non, s'il vous plaît, docteur Arthur Banga. Je n'ai jamais régné. Docteur Diakité, docteur Arthur Banga, s'il vous plaît, c'est moi qui distribue la parole, s'il vous plaît. Il faut qu'on sorte de l'émotion. Bien sûr. Je n'ai jamais régné une certaine définition. Quand il y a une idéologie qui est établie... S'il vous plaît, docteur Arthur Banga, je vais vous distribuer un carton rouge. Laissez-moi poser les questions, s'il vous plaît. Quand on établit une idéologie, il y a toujours des dérapages. Est-ce que vous voyez? Quand il vient reconnaître maintenant que ça devient un fourre-tout... J'ai l'impression que vous dites la même chose. On dit la même chose. Sauf que vous ne vous entendez pas. On dit la même chose. Sauf que lui, il arrête en 2011 et il ne reconnaît pas ce qui est fait après 2011. D'accord, on aura l'occasion de revenir là-dessus. André Sylvain Nguessan. André Sylvain Conan, pardon. Autant pour moi. Docteur Diakité. À partir de... Non, je vous en prie, parce que le tir au flanc, ça ne sert à rien. Quand on vient à une discussion, on est à la télévision. Absolument. Je suis un éducateur. Mon objectif, c'est que les gens nous écoutent et les gens comprennent où on veut aller. Le genre de débat où c'est du tir au flanc, comme les discussions au stade, là, ça ne sert à rien. Je l'ai bien dit, je vous en prie une minute, j'ai bien dit qu'à partir de l'émergence, je n'ai jamais dit qu'à partir de 2011, le discours... Malheureusement, vous n'en citez pas. Le discours violent... Vous n'en citez pas. Vous êtes à citer des hommes de 90 à 2011. Mais à partir de 2011, vous n'en citez plus. Docteur Sylvain Nguessan. Nous trois des hommes de violence après 2011. Docteur Nguessan, je vous sais très discipliné habituellement. Docteur Diakité, on vous a bien compris. André Sylvain Conan. D'accord. Je crois que le problème dès le départ, c'est que mon frère à droite a dit que l'ivoirité avait été... C'était une idéologie qui avait été théorisée en termes de violence. Voilà, je pense que là... je suis désolé, j'ai l'impression que quand on parle, vous n'écoutez pas. Alors, on va aller au-delà de ce qu'il a dit. On va revenir dans le débat qui nous réunit. Vous n'écoutez pas quand on parle. D'accord. Bon, il dit qu'il n'a pas dit, André Silver. Continuez, et puis on va lui demander ce qu'il a dit réellement. L'ivoirité est une idéologie qui a été établie par des universitaires. Comme toute idéologie, il y a toujours des dérapages. Vous avez mis en avant les dérapages, c'est ça en fait? C'est pas ce qu'il a fait au départ. Il est en train de se recadrer. On va pas revenir en arrière. Je pense qu'il est en train de se recadrer et c'est tant mieux. Je vous en prie, recadrez votre mindset. Moi, je ne me recadre pas. Une idéologie, s'il vous plaît. Une idéologie, oui, je sais que vous avez la parole. Une idéologie. C'est ça le danger, en fait, de revenir en arrière à chaque fois parce qu'on veut aller de justification. C'est ça, quand on écoute, quand on parle, vous n'écoutez pas. Une idéologie. Bon, alors, une bonne fois pour toutes, clarifiez votre position sur la question. La position est claire. En une minute. L'ivoirité est une idéologie qui a été établie dans son cadre théorique par des universitaires. L'ivoirité a eu des dérapages. Et ces dérapages
dans la société ivoirienne, comme il a bien dit, des Ivoiriens se sont sentis exclus. Et ça arrive à tout système idéologique qu'on établit dans l'espace politique. Ça fait 15 minutes qu'on en parle. On est bien d'accord maintenant? On est bien d'accord. Absolument. Enfin. Non, tout est recadré, je pense que c'est bon. Absolument, d'accord, André. Alors, moi, ce que j'aimerais dire concernant l'ivoirité, c'est que, en définitive, l'ivoirité est l'âme fatale de presque tous les Ivoiriens. Pourquoi? Et de presque Comment? tous les partis politiques. Je vais vous donner des exemples précis. Nialé Kaba était députée. Cette année, elle a décidé de revenir en tant que députée. Mais Nialé Kaba avait subi une forme d'ivoirité, pour prendre la définition première de mon frère à côté. Je n'ai pas de définition de l'ivoirité. Docteur Diakité, d'accord. Alors, on va arrêter les références, sinon on va toujours revenir en arrière et chacun va vouloir se justifier. Je n'ai pas de définition de l'ivoirité, je suis désolé. D'accord, on est bien d'accord. On est bien d'accord. André Sylvain, on poursuit. Alors, elle avait été victime, si vous voulez, de cette forme d'ivoirité où on estimait que la population locale de Bouna, qui est un peu plus lobby, un peu plus koulango, et qu'elle n'a pas forcément tous les attributs de... Voilà. Vous prenez toujours dans le Nord une ancienne députée qui est devenue sénatrice de Tafiri, Massogona. Massogona a eu le même problème. Et je vous ai donné le cas récent de Djal Konaté, qui est le petit frère de Sidiki Konaté au Nord. Mais cette forme d'ivoirité, vous le verrez dans un discours récent de Lida Kwasi, qui disait, écoutez, nous n'étions pas là, les Big Togo, ils sont députés à Beauville. Voilà. L'ivoirité est en fin de compte l'âme fatale de nombreux Ivoiriens, qu'ils soient du Nord, du Sud, du PDC, du RHDP, pour exclure leurs potentiels adversaires. Le problème, c'est que certains parmi eux accusent les autres d'être des ivoiritaires, alors qu'ils sont souvent des ivoiritaires eux-mêmes en puissance. Bon. Aristide ? Oui, il ne faut pas confondre l'ivoirité et le tribalisme. Ce dont tu parles, c'est le tribalisme, c'est entre les Ivoiriens. Et c'est dans le discours politique qu'on a entendu en Côte d'Ivoire qu'il y avait des Ivoiriens multiséculaires, des Ivoiriens de circonstances. Ça a été dit, c'est les hommes politiques qui l'ont dit. Ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit au départ. Oui, ça n'a rien à voir avec la théorie au départ. Ça a été dit et ça a eu des conséquences. André Sylvain Conan qui parle, lui-même a parlé d'ivoirophobe. À un moment donné, je lui ai dit... Ivoiriphobe. Ivoiriphobe. Et je lui ai dit que ce soit les ivoirophobes, que ce soit les ivoiriphobes et les ivoirités, c'est la même chose. Ce qu'il faut faire, et d'ailleurs, je reviens sur le docteur Atubanga, qui dit que on peut, dans l'idéologie, être violent. Mais oui, c'est la forme. Si on utilise une bonne forme, il n'y a pas de problème, parce que c'est le choc des idées. Pourquoi est-ce que Mamadou Koulibaly, on ne le retrouve plus sur le champ politique, alors que c'est quelqu'un qui a de belles idées, et même si, par moments, il dit des choses pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord, parce que peut-être on n'a pas la même vision politique, mais pourquoi il n'est pas dans le champ politique, alors que c'est des gens qui peuvent produire de la matière? Mais comment vous dites qu'il n'est pas sur le champ politique? On ne le voit presque pas depuis. On ne le voit plus. On ne le voit pas sur le champ politique. Il faut qu'il soit là. Ce sont ces intellectuels qui doivent être sur le champ politique parce qu'ils connaissent la politique depuis. C'est juste une parenthèse. Je voulais juste revenir pour dire que on ne choisit pas, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas les membres de sa famille. Lorsqu'on trace un territoire, on devient une famille. C'est pour ça qu'on va à la nation. Donc, justement, docteur Sylvain Nguessan a raison de dire, lorsqu'on va dans le choc des idées, il faut qu'on évite de savoir qui vient d'où, qui va où. Moi, je suis d'origine camerounaise. Je n'ai jamais souffert d'ivoirité en Côte d'Ivoire. Mais j'ai vu des Ivoiriens, parce que c'est le débat politique, qui souffraient de l'ivoirité. Vous vous imaginez, c'est simplement parce que c'est un débat politique que ça devient, oui, toi tu n'es pas ivoirien, toi tu es ivoirien, alors que moi qui viens de loin, je suis là de peinard, je vis tranquillement, je suis ami à tout le monde, mais parce que je ne fais pas la politique. Donc si on va en politique, il faut que les gens mettent les idées en avant, qu'on forme les masses, comme a dit tout à l'heure docteur Diakité, on le dit tout le temps sur ce plateau. Si on formait les gens, vous devez comprendre que si quelqu'un vient devant vous et qui vous raconte, excusez-moi de dire ça, entre guillemets, des âneries, vous n'allez pas l'écouter. Alors,
qu'il peut exister finalement une sorte de gentleman agreement entre les acteurs politiques pour éviter de franchir certaines lignes rouges. Est-ce que ça existe d'ailleurs au monde, vous l'historien, Arthur Manda? D'ailleurs, c'est pas revenir en arrière, mais je vais préciser que le discours dont je faisais référence, c'était le discours du 58 au stade Joe-André, où Fulbani a fait une pique à Senghor. Mais bon, d'accord, très bien. Bon, je reviens au truc. Oui, la première chose, comme on l'a dit, quand des intellectuels ou des gens vont dans cette violence verbale, il y a la finesse. La finesse, l'intelligence, les figures de style peuvent emmener à masquer un peu cette violence. On aura toujours de la violence verbale dans le champ politique parce qu'il y a toujours de l'adversité. Effectivement, on peut avoir une sorte d'éducation, mais que chaque leader politique doit se donner lui-même. Je pense que c'est une question d'éducation. Il y a des mots qu'un leader politique ne doit pas pouvoir prononcer. Il y a des phrases qu'il ne doit pas prononcer. Il doit même être gêné parce qu'il a une mission publique en tant que leader politique. Mais même quand les hommes politiques le prononcent, il n'y a pas une sorte de censure morale dans la vie publique. Voilà, ça, on parce que les populations ne sont pas formées. Parce que aussi la société civile n'est pas si forte. André Silver, je reviens à vous. Oui, docteur Sylvain Nguessan. C'est ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'est pas à la recherche du compromis. La recherche du compromis, comme on n'est pas trop blessé les autres, comme on n'est pas franchi la... Non, non. Chez nous, c'est la confrontation ou bien c'est la compromission. Mais la confrontation a déchiré le tissu social. Voilà. Il faut rechercher maintenant, il faut qu'on aille à la quête du compromis politique. Comment je dois me comporter de sorte que Arthur Banga ne se sente pas gêné, là, parce que nous sommes tous des Ivoiriens, il n'ira nulle part. Mais malheureusement, ce n'est pas le fort des acteurs politiques ivoiriens. C'est juste, oh, toi que je m'y installe, la Constitution donne tellement de pouvoir, il faut en profiter, point. Peu importe les conséquences. Malheureusement, il n'y a que deux moyens pour en sortir, la formation, la sensibilisation. En espérant que demain, on aura un président qui aura un leadership assez fort dans ce sens qui pourra influencer la jeunesse, de sorte à éviter cette violence. Mais Alassane Ouattara a ce leadership. La preuve, je vous ai dit qu'après le 31... Oui, c'est vrai, il a ce leadership. Je vous ai dit qu'après le 31, il devait avoir un autre miracle. Et vous vous rendez compte, parce qu'il a ce leadership, il est en train de créer justement les conditions pour qu'il y ait la nation ivoirienne. C'est pour ça qu'on entre dans ce mouvement. Ce nouveau mouvement qui est en train de naître, vous allez vous rendre compte dans 2 ans que nous allons avoir... 2 ans, hein? Oui, dans 2 ans, oui. Bon, nous sommes dans cette dynamique, oui, puisqu'on sort d'une longue période. Très bien, très bien. Rendez-vous dans 2 ans, vous allez voir. Très bien. André Silver? Alors, comme Aristide a évoqué des néologismes, j'aimerais revenir là-dessus. Rapidement? Oui, rapidement. Pour moi, et ça rejoint ce que j'ai dit depuis toujours par rapport à l'ivoirité. Moi, je suis, Arthur et moi, on a eu des échanges sur ça. Je suis l'un de ceux qui... on va dire l'un des pourfendeurs de l'ivoirité, pour la seule raison que, pour moi, celui qui crée une idéologie qui lui échappe, il doit en assumer les conséquences. Voilà, de ce fait, je n'ai jamais adhéré à l'ivoirité. Mais, pour moi, il y a effectivement les ivoiritaires, c'est-à-dire ceux qui sont en phase avec l'ivoirité. Mais il y a les ivoiriphobes. Les ivoiriphobes sont ceux, justement, qui sont prompts à accuser les autres d'ivoirité. Voilà. Dès que vous dites quelque chose, il dit « Ah non, non, toi, tu es un ivoiritaire. » Et souvent, c'est faux. Et puis, il y a les ivoirophobes, les gens qui n'aiment pas les Ivoiriens. Voilà. Et donc, pour moi, tout cela, justement, tourne autour de l'ivoirité. Pour moi, c'est un concept à abandonner. Absolument. Voilà. Ça, c'est ce que je dis. Mais pour revenir donc au sujet, c'est le rapport de l'ivoirien, c'est-à-dire que le regard du grand public ivoirien face aux acteurs politiques qui usent de violence verbale. C'est ça. Parce que ce sera difficile pour nous de dire aux hommes politiques, vous devez prononcer tel discours, vous ne devez pas faire ça. Ils ne le feront pas. Je vais prendre le cas, par exemple, des États-Unis d'Amérique. Oui. Un président en exercice, qui à la fin de son mandat, le président Trump, qui commet des actes, mais il se trouve des gens au sein de son parti qui donnent de la voix pour se plaindre, pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas. C'est justement cela. On peut rêver que ces choses-là arrivent un jour en Afrique. C'est justement cela que je voulais venir. Tant que le regard, c'est du grand public, des autres ne changera pas, si Marie-Odette Lorignon, qui s'en prend aux apatrides, ne reçoit pas de recadrage, par exemple, du président Laurent Gbagbo, par exemple, du FPI, elle va continuer. Quand Mariam Traoré a prononcé les mots, mais alors insultants, gravissimes, d'autres députés du RHDP ont fait des selfies avec elle à l'Assemblée nationale. Voilà, tant qu'on ne
il n'y aura pas cette censure dans le regard de l'Ivoirien, il sera difficile. Absolument. Docteur Diakité. Je vais revenir à ce que André Sidibé a dit. Il dit quand on crée une idéologie, il faut en assumer les dérapages. Les dérapages, hein, je paraphrase un peu. Et ça, c'est fondamental. Quand on crée une idéologie en tant qu'homme politique, il faut revenir sur le champ politique et essayer de réexpliquer ce qu'on voulait faire au début. Parce que l'idéologie ne peut pas rester au niveau des universitaires, seulement les grosses définitions sur l'ivoirité, le communisme, sur le capitalisme. Parce que l'idéologie a des conséquences. Quand il y a des dérapages, il y a des conséquences au niveau socio-politique. Pour en revenir aux États-Unis, sur l'exemple des États-Unis que je connais bien, le secret, c'est quoi? C'est la force des institutions. Le secret, c'est la force des institutions. Et Trump n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, Trump est soutenu dans son parti, contrairement à ce qu'on pense. Et puis... Pas une frange du parti. Mais il y a quand même des voix qui sont élevées pour dénoncer les faits. Ces voix sont négligeables dans l'évolution de la situation. La preuve... Mais importante quand même. Pas si négligeable que ça. Je vous en prie. Oui, terminez. Je vous en prie. Les autres donneront leur avis ensuite. Vraiment. Allez-y. Le 9 février, il y aura son processus d'impeachment au Sénat. Il faut 17 sénateurs républicains. Il faut que 17 sénateurs républicains se joignent aux démocrates pour qu'ils soient condamnés. Jusqu'à aujourd'hui, on compte les voix. Donc, dire que Trump a été... Il y a des voix discordantes. Il y a des voix discordantes. Mais les voix discordantes ne sont pas suffisantes pour changer la donne. Et pour ce qui est... L'exemple des États-Unis est un exemple très intéressant. Dans l'évolution des nations, je pense qu'il est nécessaire de temps en temps de copier sur les autres. C'est une société qui a été construite généralement dans la violence, l'esclavage, la guerre de sécession, et ils ont essayé de maintenir sous le boiseau les rancœurs, et brusquement, Trump apparaît. Et quand Trump apparaît, il refait sortir toutes ces frustrations des Blancs. Et on se retrouve dans une situation où pendant 4 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a utilisé que de la violence, du discours pour régner. Et jusqu'à présent, il est parti. Mais les ingrédients sont là. On a vu le 6 janvier l'insurrection. Donc, dit que Trump, dans son camp, il y a des gens qui lui tiennent tête. Non, on n'a pas dit tenir tête, on dit des voix qui sont élevées pour dénoncer. Les voix discordantes qui essaient d'influencer n'ont aucun poids, finalement. Très bien. Le mal est déjà fait. Le discours idéologique violent est dans la société américaine. Docteur Arthur Banga. Je vais revenir sur quelque chose. Il y a une partie où je suis d'accord avec André. Et dans nos discussions, on les a eu plusieurs fois autour de l'ivoirité, sur le fait que les concepteurs n'ont pas su assumer, n'ont pas su protéger leur concept, n'ont pas su le défendre. Mais une autre chose, je ne suis pas d'accord. Je peux concéder qu'on abandonne peut-être le mot ivoirité, parce qu'il a été trop difficile. Mais dans cette mondialisation, qui se met en même temps que la construction de notre nation, la spécificité ivoirienne, le sentiment de l'appartenance à mon pays, la fierté de ma culture, je ne peux jamais l'abandonner. Ça, on peut enlever le mot ivoirité. Moi, partout où je suis ivoirien et j'en suis fier. Aujourd'hui et demain. Mais donc, en ce moment, faisons très attention. Il ne faut pas que le complexe, comme il le dit, d'avoir peur de cette ivoirité galvaudée, c'est comme ça que moi je l'écris à chaque fois, nous emmène à abandonner la nécessité de notre identité, la nécessité de sentiment d'appartenance à notre nation. Arrête de laisser terminer. Donc ça, pour moi, c'est fondamental, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde où on se fait zigouiller, on se fait bousiller face à des... Est-ce qu'il ne faut pas faire appel aux intellectuels, encore une fois, aux universitaires? Les intellectuels, les universitaires, je vais terminer là-dessus. Oui. Les intellectuels, les universitaires, j'ai même écrit de Jean-Noël Loukou. Il a écrit que l'ivoirité est même plus importante que la nationalité, parce que la nationalité, c'est un contrat juridique. Or, l'ivoirité, c'est un contrat sentimental. Ce que je m'apprêtais à dire, vous-même, vous avez énoncé que l'ivoirité est galvaudée. Oui, à partir de ce moment, pourquoi ne pas promouvoir de nouveaux concepts
de nouveaux concepts qui ne seront pas galvaudés, qui par définition à la base déjà permettraient à tout le monde d'avoir ce sentiment de fierté, d'appartenance à la Côte d'Ivoire. Une fois, je vais juste lui poser une question. Oui, bien sûr, allez-y. Est-ce que tu as le sentiment, docteur Tchubanga, qu'il y a des Ivoiriens qui n'ont pas cette fierté d'être Ivoiriens? Par moment, brandir cette fierté d'être Ivoirien te fait venir utiliser un néologisme d'André, c'était les ivoirophobes. Il y a certains aujourd'hui, quand tu dis je suis Ivoirien, je suis fier de mon pagne, c'est comme si tu les insultais. Ah ouais? Voilà. Non, mais sérieusement, on est en Côte d'Ivoire. Voilà. Sinon, pourquoi avoir peur d'être Ivoirien? Pourquoi avoir peur de clamer sa fierté? Alors, monsieur, on poursuit le débat. Ce sera juste après cette petite pause.